Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Porte close, mes choix, mon chez moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Bon, tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver après cette période d'absence qui était un peu longue, mais nécessaire. À partir de maintenant, je m'engage à être plus régulière. Pour ce retour, j'arrive avec une anecdote. Je sais que certains d'entre vous attendaient ça avec impatience. D'ailleurs, petite parenthèse, je profite pour vous remercier de vos écoutes et de tous vos retours chaleureux sur ce premier épisode. Ça m'a énormément touchée et ça m'encourage dans ma démarche. Pour ceux qui me découvrent avec cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter le premier. C'est une bonne mise en matière. Bon, on ferme cette parenthèse, on est parti. Alors, ce nouvel épisode est intitulé « Celui qui n'avait pas les pouces verts au royaume des plantes ». Cette anecdote, c'est l'histoire de ma session coaching avec Marc. Je préviens, le prénom a été modifié, a priori je ferai ça tout le temps. Ce qui sera le plus important lors de nos rendez-vous, ce sera pas tant les personnages, mais l'étude des situations. Donc, pour vous dresser un peu le portrait de notre personnage principal, Marc a la trentaine, célibataire, il travaille à son compte dans le secteur des nouvelles technologies, si j'ai bien compris. Je vous avoue qu'il a tenté pendant bien un quart d'heure de m'expliquer ce qu'il faisait. Mais... Du coup, mon cerveau a résumé son activité à super-héros de l'informatique. Et en tant que super-héros, ça arrive souvent à Marc de parcourir le monde. Dernièrement, il s'est rendu aux Pays-Bas où une grosse société avait besoin de lui. Et comme tout travailleur digital nomade, Marc n'a pas vraiment besoin de bureau. Il travaille depuis tout endroit qui veut bien l'accueillir. Son VPN assure la sécurité. Si j'étais une grande influenceuse, ce serait le moment où je vous placerais mon super partenariat rémunéré avec un code promo au top de la marque qui va protéger comme nul autre vos outils numériques. Mais il n'en est rien. Pour l'instant, je n'ai de valeur que dans le cœur des gens qui m'aiment. C'est touchant, hein? Ouais, mais ça paye pas la vie de chatte de luxe, t'es ouais. Bon, anyway, revenons à Marc. Durant son séjour aux Pays-Bas, il m'a raconté qu'il avait pris l'habitude de travailler depuis un café. J'ai pu voir des photos. Franchement, un lieu magnifique. Il faut absolument que je vous plante le décor. Fermez les yeux et imaginez. On entre dans le café par une petite rue pavée implantée dans un décor urbain très arty. On aperçoit aux alentours l'omniprésence d'œuvres street art qui nous plongent dans un musée à ciel ouvert. Ce mariage entre l'exubérance de l'art moderne et la sobriété des briques rouges, typique de l'architecture néerlandaise, est fascinant. Aux premières loges de tableaux contemporains, notre café du bonheur. Avec Marc, on s'est entendu pour le rebaptiser ainsi. Pour vous décrire le lieu, le café du bonheur se présente comme un café branché et décontracté. On entre par une grande baie vitrée au travers de laquelle se dégage une lumière douce et tamisée qui crée une atmosphère chaleureuse. Le mobilier, en bois clair, s'est laissé parer de tissus aux motifs contemporains, parfois ethniques, qui apportent la touche dynamique à l'ambiance et ramènent l'énergie de la rue jusqu'à l'intérieur. De ci de là, on découvre de grands vases au sol, sublimant des plantes vertes tout aussi imposantes. Les murs en briques rouges apparentes offrent une toile rustique, tandis que des étagères en bois naturel accueillent des plantes suspendues, formant une véritable jungle urbaine. Sur les tables et le comptoir trônent des pots en céramique au design brut. Ils abritent une variété de plantes vertes, luxuriantes, qui contribuent à une ambiance douillette, propice à la détente et à la convivialité. La scénographie des luminaires, tombant pour certains du plafond comme des lianes, ne manquait pas de sublimer le tout. Le café du bonheur, dans son aménagement organique, s'offre comme une symbiose parfaite entre l'urbain et la nature. Marc m'a parlé aussi du staff hyper chaleureux, toujours enclin à un brin de discute, et généreux de bons conseils pour découvrir comme nul autre les trésors du quartier. Là, c'est moi qui vous ai fait la visite guidée, mais croyez bien que c'était assez beau d'entendre Marc parler de cet endroit. On sentait que chaque élément de ce décor, chaque protagoniste constituait à ses yeux comme un tout idéal, loin de ce dont il avait l'habitude. Il n'y a pas de secret, c'est souvent quand on a la possibilité de sortir de son quotidien qu'on peut y revenir avec un regard neuf. Et parfois, ça nous amène à réaliser certains besoins qu'on ne soupçonnait même pas avant. Vous allez comprendre. Marc m'a raconté que quand il est rentré chez lui, ça lui a fait un choc. À côté du décor luxuriant de ce café qui lui était apparu comme un véritable Éden sur Terre, son appart lui semblait d'un coup fade, sans âme. Alors, c'est intéressant parce que pour autant, il ne s'est pas dit tout de suite qu'il fallait faire quelque chose. Il m'a dit très honnêtement que pour lui, la déco c'était une coquetterie, une futilité, une démarche pour des gens qui ont du temps et de l'argent à perdre.
Pour lui, ce qui compte, c'est d'avoir une table et des chaises pour manger, un canapé pour s'asseoir, un meuble pour supporter sa télé, etc. Effectivement, chez Marc, l'aménagement est fonctionnel. Pas d'éléments superflus. Des couleurs assez neutres. Alors attention, ce n'est ni bien ni mal à partir du moment où c'est un choix et pas un aménagement à défaut d'eux. Dans le cadre de Marc, il admet volontiers que la déco, il s'en fout. Mais voilà, depuis son retour, les semaines ont passé et la vision de notre super-héros sur son logement n'a cessé de s'aiguiser. Vous savez, c'est comme quand on achète un vêtement, un pantalon par exemple. À l'achat, l'adrénaline nous fait dire que c'est le meilleur investissement du mois. Puis les jours passent et on le regarde une fois, 2 fois, on le porte et rien à faire. On a l'impression qu'on ressemble à rien, que ça nous déforme le corps, que c'est pas du tout notre style et on finit par se demander quelle fièvre nous a touché le jour où on a acheté ça. Pour Marc, ça lui a fait ça. Il en est arrivé au stade où son logement, qui jusque-là ne lui avait jamais posé aucun problème, lui créait désormais une aversion. Ça l'énervait d'être chez lui. Il a donc acté le projet relooking, principalement pour l'espace salon-cuisine ouverte. Marc m'a raconté que dans les débuts, il a passé des heures à arpenter les locaux des grandes enseignes d'aménagement. Et c'est vrai que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas vraiment ce qu'on est censé trouver. C'est d'ailleurs un conseil que je vous développerai dans un podcast ultérieur. Parce que selon moi, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir, même si bien sûr c'est dans les grandes lignes, à son projet d'aménagement avant de commencer à regarder des photos sur internet ou se rendre en magasin. Sinon, ça revient à faire les courses quand on a faim. On se positionne sur un peu tout et n'importe quoi et on aborde des projets qui manquent parfois d'articulation. Ou de bon sens. Du coup, pendant sa pérégrination en grande surface, Marc s'est vite découragé parce que même s'il avait vu de très belles choses, rien ne lui faisait le même effet que le café du bonheur. C'est là que votre chère et tendre hôtesse entre en scène. Pour la petite histoire, c'est par le biais d'une recommandation que Marc m'a contacté. On a dans un premier temps eu des échanges à distance, mail et téléphone. Globalement, il m'a dit qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait, mais qu'il comptait sur moi pour lui insuffler de l'inspiration. Que ça devenait urgent. On s'est donné rendez-vous 10 jours après, à son domicile, et voilà comment a commencé son coaching. Quand je suis arrivée chez Marc, j'ai mieux compris ce qu'il avait essayé de m'expliquer tantôt quand il me disait « Chez moi, c'est fade ». Souvent, je demande des photos avant la première visite pour me faire un début d'idée, arriver à quelques pistes. Mais je me suis aperçue que des fois, les gens, c'est des coquins. Ils m'envoient des photos, Instagram. Sous-entendu retouchées, parfois avec des filtres, ou bien avec l'aménagement qui a été amélioré pour la photo. Je le rappelle, c'est un comportement assez fréquent. C'est parce qu'on a souvent peur d'être jugé. Donc Marc m'avait bien envoyé quelques photos, mais avec le jeu d'angle, le réglage des photos, ça ne me semblait pas aussi dramatique que ce qu'il avait l'air de dire. Et puis le jour du rendez-vous, quand j'ai pu découvrir en direct son appartement, j'ai mieux compris. Pour que vous puissiez comprendre aussi, il faut savoir que quand on pousse la porte d'entrée de chez Marc, on arrive sur un espace salon-cuisine ouverte d'une 30aine de mètres carrés. La décoration est quelque peu absente et pour ce qu'il y a, délibérément pragmatique. L'ensemble des murs, nus, d'un blanc assez terne, accentue l'absence de vitalité dans cet espace. Quant au mobilier, il était criant de ses productions minimalistes en série, assez sobre, sans aucune touche distinctive. L'ensemble laissait un sentiment d'impersonnalité, un espace où on sentait que la praticité primait sur l'esthétique. Ça donnait une atmosphère neutre, dépourvue de chaleur. Vous savez, un peu ce qu'on peut ressentir dans ces chambres d'hôtel à petit budget. Donc on est là, on débute notre session coaching, et pendant que mes yeux scannent chaque portion de l'espace qu'il y aura à repenser, Marc m'explique que ces derniers jours, il a eu une illumination. Maintenant, il sait clairement ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est des plantes. Beaucoup de plantes. Un décor très végétalisé qui lui rappelle celui du café dont il va me parler en suivant. Pour rappel, il m'a pas encore raconté le café du bonheur. Instinctivement, cette idée me plaît beaucoup parce qu'il faut savoir que je me reconnais dans la démarche biophile. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est les aménagements et les décorations très organiques, qui intègrent des éléments et des matériaux naturels pour favoriser le bien-être. Mais bon, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder plus amplement dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, quand Marc me parle de la perspective de ce petit jardin d'Éden d'intérieur, je suis aux anges, et les idées commencent à se bousculer dans ma tête. Donc on se retrouve dans un échange dynamique où chacun est surexcité par les propositions de l'autre. J'imagine déjà ce que je vais rédiger dans mon dossier de recommandation. Puis, pendant qu'il continue de me parler, à un moment mon cerveau décroche. Tout ce qu'on est en train de se dire me semble beau, génial, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange.
Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à voir quoi. Là, je commence à reprendre mes esprits petit à petit, à laisser l'excitation redescendre un peu et paf, l'évidence. Elle perce d'un coup mon emballé naïf comme un ballon. Chez Marc, où que je regarde, à gauche ou à droite, il n'y a pas l'ombre d'une seule plante, même pas un petit cactus momifié dans un coin. Bon, ok, je me dis qu'il faut que je creuse ça. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que coach, j'écoute bien évidemment vos suggestions, vos envies, mais je ne les intégrerai au projet final que si j'ai l'impression que ça fait sens pour vous. Vous allez mieux comprendre avec le cas de Marc. Après cette prise de conscience, qui en réalité n'a pris que quelques secondes, je me permets d'interrompre Marc dans son monologue. Je lui fais gentiment remarquer que, en fait, il n'y a pas une seule plante chez lui. Est-ce que jusque-là, il n'en avait pas envie ? Il faut savoir qu'en fonction de la personnalité de mon interlocuteur, je vais poser des questions de manière plus ou moins directe pour pouvoir analyser au mieux la situation. Je suis très souvent dans le cas de figure où je dois prendre des chemins de traverse pour comprendre ce qu'il en est, parce qu'en tant qu'être humain, on adore mentir. Alors pas forcément par perfidie. Ça peut arriver de mentir spontanément ou sans même s'en rendre compte parce qu'on veut se préserver d'être jugé. Du coup, parfois, quand je pose des questions, ce qui m'intéresse n'est pas tant la réponse, mais la manière dont les gens vont répondre. J'observe aussi beaucoup le langage du corps. C'est décrypter tout cet ensemble qui va vraiment me dire ce qu'il en est. Donc, je m'y reprends à plusieurs fois pour demander à Marc pourquoi il n'a pas de plante chez lui. Et il finit par me lâcher que, il est souvent en déplacement, qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Ok. Je poursuis en lui demandant s'il a des connaissances dans le domaine des plantes ou s'il a un proche ou prévu quelqu'un pour s'en occuper. Réponse, non. Ok. Au bout d'un moment, je laisse transparaître une moue dubitative pour qu'il réalise que là, il va falloir être attentif et qu'il me suive dans le déroulé de la situation. Oui, parce que je me permets de vous préciser que quand les gens vous sollicitent, ils disent qu'ils vous font confiance, qu'ils s'en remettent à votre expertise. Mais dans la réalité, les gens ont souvent des idées préconçues. Et dans le cas où on n'abonde pas dans leur sens, il faut bien souvent convaincre, négocier. Dans ce cas-là, mieux vaut avoir quelques talents de diplomate. Enfin, on a tous tendance à faire ça. Donc, je lui demande comment il envisage dans son esprit de passer de 0 plante à un jardin d'intérieur luxuriant. Réponse, non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Si, je m'inquiète. Ou plutôt, je me pose des questions. Il faut me dire comment. Bien évidemment, je me dis ça dans ma tête. Donc, je me permets d'insister en rétorquant que pour pouvoir construire au mieux mon projet pour lui, j'ai besoin de savoir quelles sont ses ressources. Je lui explique que par ailleurs, je suis toujours très friande d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il va m'évoquer quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé et qui pourra me resservir plus tard. Mais après avoir plusieurs fois insisté, le fait est que Marc me répond « j'ai les moyens d'y consacrer un budget. Chaque fois que les plantes mourront, je pourrai les remplacer. » À ce moment-là, je suis à peu près sûre d'avoir bugué et lâché un petit rire nerveux. Parce que quand on ne connaît pas les gens, on ne sait jamais trop s'ils font de l'humour ou s'ils sont sérieux. Sauf que là, Marc était très sérieux. Alors là, ça va être la minute bienveillance. Par rapport au milieu dans lequel on a évolué, à son éducation, à sa sensibilité, etc. Bref, à tout un tas de paramètres qui nous définissent en tant qu'être social, chacun a ses conceptions, son positionnement. Parmi vous, certains vont trouver sa réponse amusante, d'autres pertinente, d'autres choquante. Et il y en a même quelques-uns qui ne vont pas se prononcer parce que de toute façon, ils n'ont pas entendu. Avouez-le que vous avez parallèlement l'oreille sur autre chose. Prenez un peu de temps pour vous. Détendez-vous et écoutez en pleine conscience ce podcast. En tout cas, pour ma part, la réaction spontanée et somme toute humaine, ça a été de me dire, dans ma tête bien sûr, mais il est pas bien lui. Dans le sens où ça me semblait une évidence qu'on ne laisse pas mourir volontairement une plante, un être vivant, parce qu'on sait qu'on peut en racheter une derrière. Ça, dites-vous bien que c'est un jugement. Peu importe de savoir s'il est pertinent ou pas, c'est un jugement. Parce que je ne connais pas l'histoire de Marc, ce qui l'a amené à avoir ce raisonnement qui d'ailleurs pour lui est normal. Et quand je sens que je suis dans le jugement, j'enclenche tout de suite le mécanisme du sociologue et je fais l'exercice de l'objectivation de soi. J'essaie de m'auto-analyser pour comprendre ma réaction. J'essaie de me rappeler des situations où j'ai pu avoir le même raisonnement qui aurait pu amener une tierce personne à se dire la même chose de moi. Et puis je me suis rappelé une anecdote. C'était il y a quelques années, je devais avoir 22, 23 ans, et j'étais en séjour au Nigeria avec ma mère. Donc voilà,
par une après-midi chaude plus que de raison, on était parti se promener dans le quartier autour de notre logement. Il faut savoir que les rues sont principalement non pavées, ce qui n'est pas plus mal vu les malices du mercure. Mais du coup, on arpente des chemins de terre qui à chaque pas poudrent les pieds. Ce qui fait qu'en revenant à notre immeuble, j'avais les pieds le dessous de claquettes pleins de terre. Moi, pensant bien faire, je vois à l'entrée de l'immeuble un gros baril d'eau, bien rempli en plus, avec un petit seau qui flotte au-dessus. Parfait. Du coup, j'entreprends de laver mes pieds. Je puise l'eau allègrement et je rince la terre. Et dans ma tête, j'étais dans une démarche tout à fait altruiste parce que je voulais éviter de faire des traces de terre dans l'immeuble et dégueulasser les parties communes. Donc je suis là, hi, à me rincer et à un moment je tourne ma tête vers ma mère. Je note qu'elle me regarde avec des petits yeux assassins. Elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi qui réponds « Bah tu vois bien que je rince mes pieds. Sinon je mets de la terre partout. » Elle me dit « C'est à toi l'eau ?» Et là je m'interpelle. J'avoue qu'à aucun moment je me suis posé la question. En Occident, on a une notion de la propriété tellement visible, on sait tout de suite que quelque chose appartient à quelqu'un. Parce qu'on aime férocement le signifier à coups de grandes étiquettes, de cadenas, de panneaux « Si tu touches, t'es mort ». Là, quand j'ai vu le baril tout seul, sans rien de tout ça, je suis parti du principe que c'était un élément en accès libre. Et là, ma mère a dit quelque chose qui fait sens. Bah si ce n'est pas à toi, c'est sûrement que c'est à quelqu'un d'autre. Et je pouvais comprendre dans le ton de sa voix. Mais c'est quel enfant bête que j'ai pondu. Alors que de mon côté, j'étais persuadé de la légitimité de mon raisonnement. Et effectivement, le baril d'eau appartenait aux habitants du rez-de-chaussée, qui étaient d'ailleurs en train de me regarder à travers la fenêtre, dilapider leur eau, sans rien oser me dire. Je peux vous dire que ce jour-là, j'aurais voulu que la terre m'engloutisse tellement j'étais tétanisée de honte. Depuis, j'ai gardé la leçon en tête. Ce qui relève d'une évidence pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc c'est important de communiquer, d'essayer de comprendre avant de se juger. Bon. Revenons à Marc. En tout cas, ça semble une évidence qu'on ne doit pas partir sur un projet d'espace végétalisé tel qu'on en discutait 10 minutes plus tôt. C'est hors de question de l'encourager à acheter des plantes tout en sachant qu'il n'a pas prévu de s'en occuper. Après, l'exercice est de lui faire comprendre où est son intérêt, en toute sincérité bien sûr, dans le fait de ne pas poursuivre ce projet. Pas sous cette forme en tout cas. Au niveau de l'argumentaire, ça me semble perdu d'avance d'essayer de lui expliquer que les plantes c'est du vivant et qu'il y a une dimension morale à ne pas les laisser mourir pour en racheter. Ça, c'est un argumentaire qui marcherait sur moi, par exemple. Parce que je suis sensible à ce genre de choses. Mais pas Marc. Et c'est comme ça, tout le monde est différent et c'est ok. De mon analyse, Marc me semble le genre de profil pragmatique. Il faut donc que je lui apporte un raisonnement qui soit cartésien. Je lui explique que le processus de déclinaison d'une plante peut être plus ou moins long et comporte plusieurs étapes qui peuvent être incommodantes. Le feuillage va très vite virer en couleur terne et tomber. Le dessus de la terre peut former une croûte qui peut devenir odorante. La décomposition peut attirer les petits insectes, etc. Et puis on ne parle pas de changer une plante, mais plusieurs, régulièrement. Ça veut dire aller chez le fleuriste à chaque fois, redéterminer les plantes qu'on veut avoir chez soi, qui ne seront pas forcément celles qu'on a eues parce que les plantes disponibles peuvent différer en fonction de l'arrivage, etc. Il faut aussi les transporter. Bref, je lui expose l'envers du décor. Quand on va dans un lieu et qu'on voit de belles plantes qui ont l'air magnifiques d'elles-mêmes, on ne pense pas toujours qu'en fait, c'est du temps, de l'argent et de l'entretien derrière. Bon, je sens que mon petit laïus a déposé sa graine dans l'esprit de Marc. D'un coup, il ne sait plus, et je vois la déception sur son visage. Parce qu'au travers de ce projet d'aménagement végétalisé, ce qu'il voulait dans le fond, c'était retrouver l'esprit, la chaleur de ce café du bonheur où il se sentait très bien. Eh bien, si j'ai parfois l'obligation de déconstruire certains rêves, vous vous doutez bien que je me dois d'en proposer un autre derrière. Parfois très différent, et parfois le même. Mais avec d'autres ingrédients. Qu'est-ce qu'on a retenu de nos échanges ? Marc veut des plantes. Il a du budget, mais il n'a pas de temps. Ni l'envie, il faut le dire, de s'en occuper. Eh bien, partons sur de fausses plantes qui ont l'air très vraies. Et oui, on vit à une époque où on inventait le pire, mais aussi de très belles choses. Exit les plantes aux allures bas de gamme, dont on sent le plastique à 3 mètres. De nos jours, il y a des marques qui ont dépoussiéré le marché pour proposer de fausses plantes aux composants naturels et au design qui font extrêmement vrai. C'est franchement bluffant. Alors, qu'on soit honnête, ça coûte 2 bras. Mais dans le cas de Marc, ça peut être un investissement intéressant. Plutôt que de sortir un gros billet tous les 1 mois et demi, autant sortir un très gros billet et être tranquille pendant des années. Et puis malgré tout, je lui ai proposé d'incorporer 1 à 2 vraies plantes, dont il aura l'obligation de s'occuper sérieusement pour voir s'il se découvre la main verte. Si vraiment ce n'est pas le cas, je lui ai demandé de désigner avant un chat, un adoptant et ou une adoptante
pour recueillir les plantes si vraiment ça ne va pas. À l'évocation de ce nouveau projet, Marc a retrouvé le sourire et moi aussi. J'ai pu lui proposer un projet d'aménagement qui lui est adapté. Voilà, j'espère que cette histoire vous en aura appris un peu plus sur vous-même, comme j'ai appris sur moi aussi. Allez, on va se quitter, mais pas sans notre petit exercice avant. Aujourd'hui, on va prendre le temps de ressentir son espace, d'identifier quelque peu ce qu'il nous apporte. Pour cela, je vous invite par un jour de tranquillité à lézarder dans une ou plusieurs pièces de chez vous. C'est à votre convenance. Le but, c'est de se mettre dans le bon état d'esprit pour tirer un bénéfice de l'exercice. Pour ça, je vous invite à passer quelques minutes dans la pièce, assis ou allongé, mais en tout cas dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Le but est de déstabiliser votre cerveau dans ce qu'il a l'habitude de voir. J'aimerais que vous abordiez cette pièce depuis une autre perspective. Par exemple, si vous avez choisi votre salon, le but est bien sûr d'éviter tous les coins où se trouvent vos assises habituelles, canapés, chaises, poufs, etc. Trouvez-vous vraiment un coin différent, quitte à déplacer un objet ou un meuble. Bon, qu'on s'entende, je parle de petits meubles bien sûr. En tout cas, le but, c'est vraiment de trouver un coin où passer 5 à 10 minutes tranquille. Et pour les personnes qui habiteraient des logements de superficie réduite, vous pouvez vous allonger sur le dos ou vous trouver un petit coin où vous asseoir par terre. Le but, c'est vraiment d'être confortable. Une fois installé, prenez le temps d'observer. Pas de regarder, vraiment d'observer. Du regard, allez chercher les détails des éléments qui composent cet environnement. Laissez-vous imprégner des différentes couleurs, des formes, des matières. Humez l'air. Décortiquez les différentes odeurs. Écoutez votre environnement sonore avec la curiosité d'un nouveau-né. Prenez quelques minutes pour être là, juste là. Concentrez-vous sur ce qui fait l'instant présent. Quand vous en avez marre, levez-vous, mais pas avant 5 vraies minutes. Mettez-vous au centre de la pièce et faites un 360 degrés lent. Maintenant, faites un bilan, à chaud. Est-ce que c'est une pièce où je me sens bien? Est-ce que je me reconnais, moi, vraiment moi, dans les éléments qui m'entourent? Est-ce que lézarder dans cette pièce me fait du bien, ou alors est-ce que ça me laisse indifférent, voire ça me stresse? Comment je ressens la taille de l'espace? Marc n'a jamais pris le temps d'analyser comment il se sentait chez lui jusqu'à ce que ça lui revienne en boomerang. Quand il a réalisé que dans un endroit extérieur, il se sentait mieux que chez lui. Pour ceux qui auraient réalisé ça aussi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Morabessa Design pour une petite session de coaching avec moi. Les infos sont dans la description. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et en attendant, prenez soin de vous.